Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette édition donc de 22h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Tenue à l'Assemblée nationale de la 3e séance plénière. Voilà donc pour le sommaire, merci d'être avec nous pour suivre cette édition. Nous commençons ce journal par ce message de félicitations du chef de l'État djiboutien au président éthiopien. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, donc dimanche, un message de félicitations au président de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, M. Mulatu Teshome, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé des vœux de santé et de bonheur à M. Teshome, ainsi que ceux davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami d'Éthiopie. Avec sa croissance à 2 chiffres, l'Éthiopie a valeur aujourd'hui de modèle de développement pour la majorité des pays africains, c'est ça écrit le président Guelleh. Je me réjouis aussi du binôme exceptionnel de réussite que forme l'Éthiopie avec Djibouti en matière d'intégration économique, a également noté le chef de l'État djiboutien, réitérant ses vœux de bonne fête à tous les ressortissants de ce pays frères et amis et voisins. Un message similaire a été envoyé dans la même journée d'aujourd'hui au Premier ministre de ce pays, M. Haile Mariam Desalegn. Également donc dans l'actualité, sous la présidence de Mohamed Ali Hamed, la 3e séance plénière de la session ordinaire du Parlement s'est tenue ce matin dans l'arcane de l'hémicycle. Cette séance a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres et de l'ensemble des parlementaires. L'ordre du jour de cette séance portait sur l'examen du projet de loi numéro 172 de l'année 2017 portant modification des dispositions de la loi numéro 28 de la même année et 7e législature portant amendement de la loi numéro 153 de l'année 2012, 6e législature instituant le tarif applicable au permis de travail pour les travailleurs étrangers en République de Djibouti. Également donc un projet de loi numéro 178 de l'année 2017 de la 7e législature portant adoption des comptes financiers de l'imprimerie nationale de Djibouti pour l'exercice 2014. Un projet de loi numéro 179 de l'année 2017 portant également modification de la loi numéro 159 de l'année 2012 fixant les redevances de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. Un projet de loi numéro 180 de l'année 2017 portant donc ratification de l'accord bilatéral entre Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif au chemin de fer djibouto-éthiopien signé à Djibouti le 8 décembre 2016. Un projet de loi numéro 182 de l'année 2017 modifiant la loi numéro 52 de l'année 2014 sur la compétence de la chambre civile, de la chambre commerciale du tribunal de la première instance de la cour d'appel. Un projet de loi numéro 183 de l'année 2017 portant sur le crédit bail. Un autre projet de loi a été débattu, le numéro 186 de l'année 2017 relative au partenariat public-privé. Un autre projet de loi numéro 187 de l'année 2017 relative à l'injonction de payer en matière civile et commerciale. Les parlementaires ont débattu également d'un projet de loi numéro 189 de l'année 2017 portant modifiant de la loi numéro 165 de l'année 2016 portant ratification de l'accord de prêt de programme de gestion des eaux et des sols. Le projet de loi numéro 190 de l'année 2017 portant modifiant du code général des impôts. Le projet de loi numéro 191 enfin de l'année 2017 modifiant et complétant le code de travail. Et lors de cette 3e séance plénière, les députés ont posé différentes questions ayant trait au Code général des impôts, l'accord de prêt de l'indice Doing Business que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, on nous présente une modification du régime fiscal des zones franches en disant que les entreprises et sociétés installées en zone franche pour écouler leurs marchandises sur donc les marchés nationaux ne devront s'acquitter que la TVA à hauteur de 10%. Alors que les commerçants installés en République de Djibouti, dans le reste du territoire, seront dans ces cas-là discriminés. Alors, peut-on savoir dans quelle mesure on peut appliquer la même législation aux entreprises de la zone franche
et c'est l'installer sur le marché local à partir du moment où ils écoulent leurs marchandises sur le territoire national. Pourquoi ce régime discriminatoire à l'égard de commerçants installés en République, dans les marchés locaux? Je vous remercie. Quand est-ce que on va permettre aux conseillers régionaux d'avoir un droit de regard par rapport aux programmes qui sont exécutés dans la région? C'est-à-dire au moins leur permettre de participer à l'évaluation, à l'état d'avancement de réalisation de ces programmes. Les classements dans les doing business qui se répètent à volonté dans le nombre de ces rapports ne dépendent pas, selon moi, seulement des révisions ou des modifications accessoires des lois, mais sur la pratique de ces lois sur le terrain. Le pays qui veut être bien classé dans le doing business doit impérativement combattre la corruption sur tous les fronts, avoir une justice indépendante et faire la priorité de la protection adéquate des entreprises, ce qui est susceptible de favoriser le climat des affaires dans le pays. Donc ma question est, qu'en est-il de toutes ces dispositions indispensables à ces classements? Après les questions des députés, les membres du gouvernement présents à l'hémicycle lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale, notamment le ministre du Budget, le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, ont tous répondu d'une manière détaillée aux questions des parlementaires. Je vous propose de le suivre. Fouli m'a devancé sur la bonne note sur les textes qui sont présentés aujourd'hui, les projets de textes qui ont été soumis à votre approbation, concernait pour l'essentiel l'assainissement du climat des affaires. Tout ça pour un seul objectif. L'objectif de réduire ou de lutter contre le chômage et surtout contre le chômage des jeunes. Tous ces textes avaient pour objectif de simplifier ou de réduire la pression fiscale, ou de simplifier les procédures, à la fois dans le secteur de la justice, dans le secteur fiscal et dans le secteur administratif. Parce qu'il est communément admis que le secteur privé constitue le socle de la création de la richesse et donc de la création de l'emploi. C'est la raison pour laquelle le texte sur la modification du Code général des impôts, qui revoit à la baisse certaines ou à la suppression de certaines dispositions du Code, est présenté aujourd'hui. Je vous invite personnellement. Nous suivons, notre politique est la suivante, sincèrement, pour vous expliquer, on suit une politique, une stratégie par cascade. On arrive dans une région, s'il n'y a même pas d'eau, s'ils n'ont pas suffisamment d'eau, d'abord il faut affranchir de la soif cette population rurale. C'est pour cela qu'on met l'accent sur l'eau. Une fois que cette étape est terminée, on passe au fourrage, à la régénération des parcours et un volet reboisement et même un volet dans leur petit jardin de faire des cultures fourragères. Une fois que ces deux étapes sont passées, à ce moment-là, on appelle les éleveurs pour améliorer le cheptel, parce que le cheptel ne doit pas aussi rester comme un bas de laine, comme disent les Français, c'est-à-dire la thésaurisation. Ils ne commercialisent pas. Non seulement on améliore, mais on met une politique commerciale afin qu'ils puissent vendre une partie de leur cheptel et pénétrer, s'intégrer dans l'économie monétaire au lieu de rester dans l'économie de subsistance. L'honorable Adan Abdo a bien évoqué, nous sommes en train de parler beaucoup ces derniers temps de doing business. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une priorité du président et du gouvernement. C'est une priorité dans le sens où on doit absolument faire en sorte à ce que l'environnement des affaires s'améliore, que les investisseurs nationaux comme étrangers puissent
travailler dans un cadre où ils peuvent se sentir beaucoup plus libérés. Et plusieurs processus depuis plusieurs années sont en cours, et non de moindre, le dernier processus étant tous les batteries de textes qui sont aujourd'hui soumis à votre approbation, et en l'occurrence ici sur le changement de tarifs. Ça veut dire beaucoup de sacrifices pour le gouvernement et pour les institutions de la République. Mais Rome n'a pas été construite en une journée, messieurs les députés. Je pense que les efforts sont en train de payer. Il y a encore quelques erreurs à corriger, on le reconnaît. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, on fait ce qu'on peut. Je pense qu'il faut accompagner le processus, et c'est au bénéfice et à l'avantage de la République de Djibouti et à titre individuel à nous tous ici présents, parce qu'on aura au moins apporté une petite amélioration, un changement dans ces pays. Merci. Autre actualité de ce 22h, les épreuves de l'OTI objectif terminal d'intégration de 5e année ont démarré ce matin dans l'ensemble des écoles du pays. Cette année, quelques 14 808 candidats repartis dans 62 centres d'examen ont composé aux épreuves de passage au collège. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, à la tête d'une forte délégation, ont visité les centres d'examen de la capitale pour voir de près le bon déroulement de ces épreuves. Toujours ce matin, le ministre a aussi visité le collège de Bloss, où les examens du BEF arabe, où quelques 494 candidats ont commencé à composer pour le BEF arabe 2017. Là aussi, la délégation conduite par le ministre a constaté de visu, a souligné que cette année, les enfants réfugiés yéménites ont également pris part aux épreuves du BEF arabe. Au cours de cette tournée d'inspection, la délégation s'est aussi assurée d'un certain nombre de paramètres comme le strict respect des normes d'organisation matérielle, la présence effective des enseignants désignés pour assurer la surveillance, l'affichage correct des listes de candidats. Enfin, le centre de formation professionnelle des adultes a également abrité des examens de certificat de formation professionnelle qui a concerné quelques 300 candidats pour ce premier jour des épreuves écrites. Et sans transition à l'issue de ces visites d'inspection et de contrôle, le directeur général de l'enseignement public de l'examen, M. Abdeldir Guirin, nous fait le point sur les épreuves de l'OTI et du BEPC arabe. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud, a visité les écoles, les établissements, et il a pu observer aussi le bon déroulement de l'OTI, ainsi que c'était le BEPC arabe. Et cette année également, nous avons donné la chance aux élèves de la communauté yéménite réfugiés, c'est-à-dire les élèves des réfugiés yéménites ont pu également passer cet examen. Ça montre l'engagement du gouvernement et de notre ministre de l'Éducation nationale. Ce qui est également à noter, qui est très important cette année par rapport aux années précédentes, c'est que c'est la décentralisation de l'OTI. C'est-à-dire, cette année, l'OTI non seulement va se dérouler dans les régions, mais également toute l'organisation qui concerne après le passage, c'est-à-dire la correction, la saisie, la proclamation, va se dérouler dans les régions pour la première fois. Et ça, c'est une volonté ferme du ministre de l'Éducation nationale, son Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud, pour que on puisse suivre la décentralisation également, et chaque région puisse se prendre en charge en termes d'organisation de l'OTI 5. Et de son côté, le directeur général de la formation professionnelle, Abdelkader Ahmed, nous fait le point sur les épreuves des candidats du CFPA. Nous avons procédé aujourd'hui avec le ministre de l'Éducation nationale à une visite de vérification pour les épreuves qui se déroulent au centre de formation professionnelle pour les adultes, le CFPA, où il y a environ 300 jeunes qui composent pour les épreuves écrites pour les examens de fin d'année. Donc à partir de demain, ce sera les épreuves pratiques qui vont durer également 3 jours. Nous avons donc environ 300 jeunes qui passent leur examen cette année, qui est l'examen de fin d'année pour ces formations professionnelles. Année scolaire 2016-2017.
Également dans l'actualité, une cérémonie de signature d'un accord de partenariat pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes a lieu ce matin à la Chambre de commerce. La ministre de la Femme de la Famille Moumina Ahmed Hassan et le président de la Chambre de commerce Youssouf Moussa Dawali ont signé cette convention qui vise une collaboration entre les deux institutions pour la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes filles djiboutiennes et de les soutenir pour la réalisation de leurs projets. Rappelons que la Chambre de commerce de Djibouti a multiplié ces dernières années les actions pour la promotion de l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage. La Chambre de commerce dans la promotion de l'entrepreneuriat et dans l'accompagnement principalement de jeunes femmes portant des projets de création d'entreprises. Ce partenariat pour nos deux institutions va renforcer, coordonner nos actions en vue d'appuyer ces jeunes promoteurs et leur permettre de bénéficier d'un soutien concerté dans le montage des entreprises, de leur entreprise. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'encourager le développement de l'entreprise chez nos jeunes. C'est ainsi que la Chambre de commerce, avec le soutien des bailleurs, dont l'Agence française de développement, d'un programme de formation en gestion d'entreprise conçu par la Société financière internationale des groupes de la Banque mondiale et qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, dont notamment en Asie et en Afrique. Ensuite, dans le cadre de professionnalisation des jeunes diplômés, dans l'amélioration de l'employabilité des jeunes djiboutiens, la Chambre de commerce en partenariat là aussi avec l'USAID pour développer des actions allant, entre autres, dans le sens de la formation à l'entrepreneuriat des jeunes. Cependant, aussi efficace que tous les mécanismes et structures d'appui qui sont mis à disposition par tous les partenaires, elles n'auront de l'intérêt que si elles sont réalisées en concertation et donc qu'elles se complètent. C'est pourquoi nous veillerons à ce que la problématique de l'entrepreneuriat reste au centre des préoccupations nationales pour résoudre la question du chômage des jeunes, et nous nous engageons aux côtés de toutes les institutions qui partagent ces points de vue, et en particulier le ministère de la Femme. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, s'est félicitée de la signature de cette convention avec le président de la Chambre de commerce qui permettent de concrétiser la volonté de promouvoir l'entrepreneuriat comme véritable choix de lutte contre le chômage. C'est avec un grand plaisir que je me trouve parmi vous aujourd'hui. Nous célébrons ensemble la signature de la Convention cadre de partenariat pour la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ce partenariat entre la Chambre de commerce de Djibouti et le ministère de la Femme et de la Famille s'inscrit dans la dynamique engagée par le gouvernement pour lutter contre le chômage. En effet, la réduction des inégalités vis-à-vis de l'accès de l'emploi, ainsi que l'amélioration de la situation professionnelle des Djiboutiens en général et des jeunes en particulier sont des préoccupations de tout instant du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement. Dans ce cadre, le ministère de la Femme et de la Famille est d'être à l'écoute des besoins des familles et de leur apporter une aide. Dorénavant, avec cette nouvelle collaboration, nous pourrons davantage soutenir les jeunes djiboutiens porteurs de projets. À travers cet accord, nous concrétisons la volonté de promouvoir l'entrepreneuriat comme un véritable choix de carrière. Ensemble, nous allons encourager et accompagner les jeunes porteurs de projets. Nous leur permettrons d'acquérir des compétences et des aptitudes nécessaires pour devenir des entrepreneurs à part entière et d'assurer la pérennité de leur entreprise. En effet, les porteurs de projets aujourd'hui seront les employeurs de demain. Et ce sont les graines du tissu économique des années à venir que nous sommes en train de planter ensemble.
Sport à présent, où le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a littéralement humilié le ministère de l'Énergie lors de la finale 5-0 ce vendredi dans le cadre de la première édition du tournoi interministériel. Une véritable leçon des hommes d'Abdo Regué qui ont utilisé leurs points forts en maîtrisant la rencontre de la première à la dernière seconde. Au complexe Roi Fahad, ce vendredi soir, les 16 meilleurs joueurs du tournoi sont entrés sur le terrain, de quoi s'exalter alors que tous les observateurs s'attendaient à un affrontement entre deux des meilleures équipes de la cité ministérielle. Il n'y aura pas eu de match, non, seulement une démonstration en règle du secrétaire d'État à la jeunesse au sport. Le sélectionneur Regué avait prévenu dans ce match que l'équipe est favori. Nous jouons à domicile, nous sommes en bonne forme et nous brûlons d'impatience de gagner. C'est ce qu'a indiqué le coach et le maître à jouer du secrétaire d'État à la jeunesse au sport. Mohamed Younis allait être encore une fois exceptionnel, décisif et impliqué sur tous ses ballons. Il offrait l'ouverture du score à son équipe après une très belle action collective. Et bien donc, les personnes de Hassan Kako, leur jeu de passe a fait tourner en bourrique le bloc de l'énergie. De son côté, l'équipe du ministère de l'énergie semblait être en panne d'inspiration. Les joueurs défendent mal sur le côté, aucune maîtrise du ballon. La fessée se dessinait. Le deuxième but ne tardera d'ailleurs pas à venir, puis troisième et quatrième à la pause. Le break étant déjà fait. En seconde période, l'équipe du secrétaire d'État à la jeunesse au sport finira le travail, en plus d'enchaîner les passes dans la moitié du terrain adverse face à ses adversaires complètement impuissants. Ils multiplieront les occasions devant le but d'un gardien médusé. Au sifflet final, l'équipe du secrétaire d'État à la jeunesse au sport va logiquement remporter le match sur un score sévère de 5-0. Une victoire méritée et méritante vu leur parcours et leur performance du soir. Le vainqueur a donc eu le privilège d'occuper le siège du roi de la cité ministérielle et de défendre son statut d'hôte. À Dikil, le lancement officiel des activités des tournois sportifs de la région de Dikil dédié à la commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays s'est déroulé hier après-midi suite à la distribution d'un porte-lot d'équipements sportifs offert par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport en faveur de la jeunesse de Dikil. La sous-direction régionale et les ligues régionales des sports de Dikil ont procédé ce lundi au complexe sportif au coup d'envoi de plusieurs disciplines sportives dont le foot, le volleyball, le handball et le basketball. Il y a lieu de vous rappeler que ces tournois pluridisciplinaires regroupant les catégories sont dédiés à la commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance. On prépare à cette cérémonie de coup d'envoi des personnalités locales dont le président du conseil régional Abdelrahmane Younis, le sous-préfet de la région Fouad Aboubaker et de nombreux responsables donc présents à cette cérémonie. En effet, cette cérémonie a regroupé 20 clubs de foot, 8 clubs de handball, 8 équipes de volleyball et 8 équipes de basketball composées des filles et des garçons qui ont défilé tour à tour autour du terrain de hand du complexe sportif de Dikil. Enfin, le président, le sous-directeur et le président de la Ligue régionale de football se sont exprimés tour à tour. Cet après-midi, un défilé très important. Toutes les équipes de toutes disciplines confondues ont défilé cet après-midi devant les officiels pour pouvoir ensuite procéder aux différentes activités sportives. Nous remercions encore une fois le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui ne ménage aucun effort pour mettre à notre disposition tout le matériel nécessaire ainsi que le filet pour le bon déroulement de ces activités sportives. Santé cette fois dans le cadre des activités de consultation mensuelle de mise en place par la direction des régions sanitaires du ministère de la Santé pour le rapprochement des soins dans les localités des régions de l'intérieur. L'équipe mobile de Bok s'est déplacée dans les localités de Féris et de Falaka. Le but donc de l'équipe mobile est de prodiguer des soins dans les localités d'une structure de santé fixe et inexistence. Les prestations offertes à la population de la localité étaient donc les consultations médicales qui ont donc consulté 60 adultes, des soins donc de postnatal à 5 femmes, la vaccination à 7 enfants et donc des consultations en pédiatrie à 50 enfants ainsi que la promotion de l'hygiène, la nutrition entre autres. Et enfin, ces actions de délocalisation des consultations médicalisées se font sur une programmation mensuelle planifiée par le médecin-chef de la région afin de mieux servir la population de la région de Bok. Social à présent, où la fondation de Diwan Azaka a procédé à la distribution de la tranche de cotisation parrainage de 2017 à Tajoura.
le président de la cérémonie, le président donc a distribué au préfet donc de la région de Tajoura, Abdel Malik, et le directeur régional Mohamed Hamid. Cette fondation en charge du collecte du zakat et des programmes de parrainage, 186 personnes en tout ont bénéficié de ce geste et reçu un montant de 35 000 francs. Aussi donc 76 orphelins ont bénéficié. Rappelons que le chef de l'État a créé la fondation Diwana Zakat par un décret présidentiel en 2004 en vue de relancer le pilier de l'islam, qui est donc d'aider son prochain et celui qui en a besoin. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les secouristes étaient à pied d'œuvre hier donc pour tenter de distribuer une aide à 2 millions de Sri Lankais déplacés par des pires inondations sur l'île en 10 ans qui a fait au moins 146 morts. Une accalmie dans les précipitations ont permis une baisse du niveau des eaux dans certaines zones, ouvrant donc un créneau pour l'acheminement par les autorités d'une aide capitale pour les sinistrés qui ont parfois tout perdu. De nombreux villages étaient cependant toujours sous les eaux ce dimanche, selon les responsables des équipes médicales qui ont été envoyées dans les zones les plus touchées. Au moins 146 personnes ont péri, mais le centre de gestion des catastrophes, un organisme donc officiel sri-lankais, a indiqué qu'au moins 112 personnes étaient toujours portées disparues. Ce dimanche, l'armée a mobilisé donc des hélicoptères, des bateaux, des véhicules amphibes donc pour porter assistance aux sinistrés et distribuer de la nourriture et des produits de première nécessité. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.